À voix haute. Bonsoir, Harpin. Bonsoir. Du athlétique.com. Jean-François Chaumont, du LNH.com. Bonsoir, JF. Bonsoir, Mario. Alors, les gars, de retour à la réalité de la Ligue nationale. Le calendrier est reparti chez Chapeau de Roue. Je regardais Sidney Crosby jouer samedi après-midi dans un match qui n'a pas bien tourné pour les Pingouins, mais je me disais, tabarouette, c'est un pro. Puis comme tous ceux qui. C'est un gamer, ouais. Ouais, un vrai de vrai. Hein? Ouais. Il n'a pas demandé de congé, lui. Il voulait jouer le match. C'est pas trouvé de bobo. Ben, c'est ça. Il voulait jouer le match. Puis c'est un gars. Tout le monde qui pense qu'il voudrait comme terminer sa carrière ailleurs qu'à Pittsburgh, là, c'est comme il y avait toutes les raisons au monde de ne pas jouer ce match-là. Mario, tu dis c'est pas trouvé de bobo. Il y en a un bobo. En plus, Crosby a très bien pu dire. Il y a un bras qui fonctionne pas. Exact. J'ai besoin de me reposer, mais un joueur d'équipe, un capitaine, un meneur. Puis en plus, c'est un match en après-midi. Là. Le repos était plus que court. Là. Jeudi soir, ça se terminait tard du côté du TD Garden. Non, c'est garanti, Jean-François. Je pensais exactement à ça parce que j'avais pas réalisé. Je regarde la télé, je dis, hey, Pingouin, Sidney, il joue. J'étais comme, hey, crime. Ouais, puis pour d'autres, c'est terminé très tard. Plus tard que pour nous, je pense. Thomas Harley était sur mon vol le lendemain. Puis il était fatigué. Il y a eu une ça tu veillais tard, avez-vous des échos de party? Sa soirée est terminée tard. Oui? Ouais. J'ai fini par sortir du TD Garden à 2h40. Oui. Avec mon collègue Guillaume Lepage. Puis là, t'es fatigué, mais t'as encore l'adrénaline. T'as besoin de décompresser un peu. On se disait, bon, ben, on va boire une petite bière en arrivant à l'hôtel. On avait fait quelques petites provisions. Puis en rentrant dans l'hôtel, la famille de Connor McDavid, famille de Brad Marchand, ils étaient tous là, Nathan McKinnon, la famille, les parents, papa, maman et compagnie. Puis c'est le père de Connor McDavid qui est venu me voir et me dire si tu t'installes dans le lobby, c'est pas la meilleure des idées. Ça fait au moins 2 heures qu'il nous demande gentiment de partir. Donc, on a choisi de rentrer. L'hôtel essayait de mettre fin aux festivités. C'était festif, c'était correct. Oui. Mais il y avait quelques consommations depuis. Évidemment. Pendant que nous, on écrivait, eux, ils avaient le temps de prendre une petite bière. Les gars, on est à tout utile à une semaine de la date limite des transactions. Vous avez écrit tous les deux là-dessus. Je vous lis dans The Athletic et sur LNH toutes les fois que... tout le temps. Et bref, vous êtes intéressé à plusieurs angles de ça. Mais c'est quoi le portrait de la situation? Commençons par le Canadien. Jean-François, ça te tente-tu de commencer? Oui, mais écoute, hier... Moi, je trouvais qu'un des angles qui revenait dans le vestiaire, autant Alexandre Carrier que Samuel Montembeault, Mike Madison... On dirait que depuis le retour de la pause, il y a 2 victoires d'affilée. On a tendance à s'exciter, à revoir une course. Mais mathématiquement, les chances demeurent très faibles. Là, on parle peut-être, selon les différentes statistiques qui calculent les probabilités, 4 à 6 grosso modo, de chances d'accéder aux séries. Mais ce qu'Alexandre Carrier disait hier, je trouvais ça intéressant, c'est on veut montrer une fierté. Puis on aimerait ça garder le groupe le plus possible intact, question de se donner des chances jusqu'à la fin de l'année. Je trouvais les mots de Carrier assez forts en disant « Mais si on peut lancer un message à la direction d'ici le 7 mars en collant le plus de victoires possible, peut-être qu'on va changer d'opinion. » Mais Kent Hughes, Jeff Gorton, Martin Saint-Louis utilise souvent le mot « calculer ». Je pense qu'on parle de 2 hommes, 2 dirigeants qui calculent beaucoup de choses. Je serais quand même surpris qu'on change de philosophie, sans dire qu'on va vendre à tout prix. Il y a quelques joueurs, selon moi, qui devraient partir, changer de canne d'ici la date du 7 mars. Et là, tu penses peut-être, Harpin, je te relance sur la suite. Armia, Evans, bye-bye. Savard, bye-bye. Qui d'autre? C'est pas nécessairement. Non? Une chose qui est claire, c'est que, puis je pense que Ken Hughes et Jeff Gorton ont été quand même assez constants là-dessus, c'est que ils n'échangeront pas leurs gars pour les échanger. Ils ne sont pas dans une position où il faut aller chercher ce que tu peux aller chercher pour ces gars-là. Alors, si les prix qu'il exige pour ces joueurs-là, notamment Evans et Armia, parce que je pense que c'est les 2 joueurs qui suscitent le plus d'intérêt autour de la Ligue, si leur prix, s'ils ne peuvent pas aller chercher leur prix, sont très confortables de les laisser sur l'équipe, puis finir la saison, puis on verra ce qui va arriver. Si jamais ils quittent comme joueur autonome, ben tant pis, ça arrive, mais c'est pas très grave. Il y a beaucoup de choix de repêchage en banque déjà. Il y a beaucoup d'espoir en banque déjà. Si tu manques un autre choix de 3e ronde ou choix de 4e ronde, c'est pas la fin du monde. Alors, je pense que pour Evans et Armia, individuellement, je pense que ça commence avec un choix de 2e ronde. Puis si tu les mets ensemble, je pense qu'ils visent un choix de 1re ronde. Puis s'il n'a pas son prix, je pense qu'il ne transigera pas. Les gars, si je vous demande, vous le prenez-vous? Si c'est un choix de 1re ronde qui est en jeu, est-ce que ça pour vaut... un choix de 1re ronde, c'est le duo. Jake Evans te donnera pas un choix de 1er tour à lui seul.
le côté attrayant, Harpen, d'ailleurs, écrivait sur ce sujet-là. Là, ça fait quoi, Harpen? Près d'un mois, pratiquement, que tu as écrit sur... le package G2. Le package, En fait, combo. c'est depuis l'échange que Pittsburgh a fait avec Vancouver. Oui. Tout de suite après, San Jose, Dallas a fait la même chose. Alors, Ouais, Granlund. et CC, ouais. Exact. Mais ça peut être attrayant pour une équipe parce qu'à 5 contre 5, les deux ont développé une belle complicité depuis plusieurs mois, mais surtout en infériorité numérique, on parle d'un bon duo à travers la Ligue nationale. Et ces deux contrats qui sont faciles à absorber 1,7 million pour Evans, 3,5 pour Yoel Armia. Donc, c'est possible, mais Harpen fait bien de le mentionner. Juste au prochain repêchage, le CH a déjà 12 choix. Marc Bergevin, à une autre époque, disait... Dont 2 en première ronde. Oui, 2 en première ronde, 2 au deuxième tour, 2 au troisième tour. Marc Bergevin disait, tu as besoin de plusieurs dards, mais là, il y a une limite de dards que tu peux obtenir. Tu as aussi 50 contrats maximum. Le Canadien repêche énormément depuis 3-4 ans. Kent Hughes disait que si jamais on va chercher des choix, ce serait plus 2026, 2027. On irait plus loin dans le futur. Puis c'est quoi la réelle valeur d'un choix? Si tu échanges David Savard pour un choix, on spécule, un choix de 4e tour. David Savard, pour encore 2 mois, à enseigner avec Lane Hudson, avec Jaden Struble, avec les autres jeunes joueurs de l'équipe, a probablement une plus grande valeur qu'un lointain choix repêché. Et sans manquer de respect à David, un club qui veut gagner, je pense pas qu'il voit David Savard dans son top 6 en ce moment. C'est un 7e, peut-être une police d'assurance. Il y a quand même des recruteurs au match. Là, c'est comme... Ouais. On voit tous comment il joue depuis un bon bout maintenant. Mais ça resterait une police d'assurance. Oui, je comprends. Ici, dans le rôle qu'il y a là, pas de problème. Ouais. Mais je veux dire, moi, je le vois pas partir, à moins qu'on veuille vraiment faire de la place. Et le Canadien pourrait vouloir faire de la place. Parce que comment tu cultives l'espoir pour la saison prochaine si tu es pour les rater de façon calculée, les séries, de toute façon? Normalement, c'est ainsi. Puis combien de temps ça va marcher encore? Demidoff arrive l'an prochain. Ce qui vend l'espoir, c'est les jeunes. Mais les jeunes, ils gagnent pas. C'est pas une ligue de jeunes. Oui, mais non. Tu peux faire de la place pour des jeunes, mais dans le contexte actuel, c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'il y a aussi un alignement à Laval à gérer. Exact. Puis, si jamais tu échanges Savard pour faire du place pour, mettons, un Logan Mailloux ou même un Ryan Backer éventuellement, tu affaiblis l'équipe à Laval. Déjà, avec la manque de Kirby Dach, on verra ce qui va arriver avec lui, mais déjà, Owen Beck joue à Montréal. Laval aura besoin de lui. Ils vont pas rater les séries à Laval, mais ils veulent donner toutes les chances de leur bord pour faire un long voyage, un long cheminement en série avec cette équipe-là. Ryan Backer étant le meilleur exemple, si jamais ils font un long parcours en série, Ryan Backer va jouer quasiment une saison normale pour lui. Il pourrait se rendre vers 35-40 matchs s'ils sont capables d'aller en 3e ronde des séries ou en finale. Et ça serait comme un match normal pour lui en Suisse. Alors, ça serait d'une grosse valeur. Puis tous les autres jeunes, il y a tellement de joueurs à Laval qui voient avoir un avenir à Montréal, qui n'était pas le cas par le passé, que le Canadien va prendre des décisions qui vont aider Laval. Puis honnêtement, ça ne me surprendrait pas s'il allait chercher du renfort pour Laval avant la date limite, aller chercher quelqu'un qui peut aider le Rocket en série. Oui, je ne serais pas surpris de voir ça. Un long parcours en série, ça peut être payant. On parle souvent d'apprendre à gagner, mais si tu peux gagner dans la Ligue américaine, c'est des valeurs qui te restent. Il faut qu'ils gèrent les deux tableaux, le gros club puis le Rocket, je suis tout à fait d'accord. C'est absolument rien de perdu. Harpen fait bien de mentionner David Reinbacher, qui pourrait gagner en expérience avec un long parcours en série. Puis l'autre donnée aussi qu'on ne doit pas oublier, il y a plusieurs joueurs au sein du tricolore qui jouent malgré des blessures. Là, il y a Kirby Dach qui n'a pas joué le dernier match. On ne connaît pas encore... Josh Anderson, son état de santé, même chose pour Josh Anderson. Dans l'image, embrasser une bande hier, c'était rapide, c'était assez violent comme déjà quand même assez magané, Josh Anderson. Il s'entraîne plus depuis un mois minimum, 6 semaines. Il n'a même pas fait le concours d'habileté. Il est capable de rien faire sauf jouer. Alors, de manger le banc comme il l'a fait l'autre soir. David Savard, c'est un autre joueur qui saute plusieurs entraînements. Donc, tu as quelques joueurs qui sont peut-être qui tiennent mais tu peux quand même faire de la place pour des joueurs de Laval pour 2-3 matchs. Il n'y a rien contre l'idée de, même si David Savard n'a pas échangé, de dire, écoute, on va te laisser de côté ce soir, on va voir ce jeune-là, tu vas revenir, tu peux te reposer, tu peux guérir un peu.
Il n'y a rien contre ça, puis je pense que ça ne serait pas un manque de Tu respect peux envers jouer David avec Savard. l'horaire. Regardez l'horaire du Rocket, le moment où il y a 4 jours de pause. Ouais. S'il vient faire un tour à Montréal, c'est possible. C'est quelque chose qui est réalisable. Il y a beaucoup d'autres noms sur le marché dont on parle partout à travers la Ligue, qui sont les équipes que vous voyez faire peut-être tenter de faire des grosses affaires. Rantanen va-t-il changer de destination à nouveau? Ça n'a pas été concluant. Écoute, moi, je lui ai parlé hier matin dans le vestiaire de l'équipe adverse. Sens-tu que c'est un Keynes? Non. Non, Pas du tout. Sur la glace, c'est un joueur qui était perdu, qui jouait pas avec beaucoup d'émotion, à l'image de l'équipe. Je vais pas uniquement regarder en direction de Mikko Rantanen. Là. Les Hurricanes, au grand complet, le choix musical en troisième période d'Or Caroline, c'était à l'image du match des Hurricanes. Mais bonne. On va à la pause là-dessus, Ouais, JF on et va Harpen, continuer. et on revient tout de suite. Avec Harpen Bassou du athletic.com, Jean-François Chaumont du LNH.com. Donc, les gars, vous attendez à quoi de Jeff Gorton et Kent Hughes? Le fameux plan. Tu sais, dans des villes où ça fait longtemps que le plan a été vendu, ils se disent comme d'ailleurs à Détroit, puis je sais plus si c'est sur Athletic que je disais ça ce matin, par rapport au Eyes Plan, il y a un agent qui a dit, sous le couvert de l'anonymat, « There's no plan ». Même s'ils peuvent nous dire qu'ils en ont un. Fait que là, c'est quoi le plan en attendant que Mané, il change peut-être sans qu'on le sache parce que ça ne sera pas le résultat attendu? Qu'est-ce que vous attendez au 7 mars là, du Canadien? Ben, 7 Je parle mars, dans la c'est pas- tête de Kent Hughes. Là. Ben, je pense que 7 mars, c'est pas la date à C'est pas la retenir. grosse date. Là. Non, ça se peut qu'il y ait du monde qui quitte pour des choix. Ça se peut qu'il y ait un échange de hockey aussi. Là. Ça arrive rarement, mais ça arrive des fois. Mais pour moi, c'est vraiment la période avant le repêchage qui vont faire leur travail. L'année passée, ils n'ont pas pu le faire. Ils n'ont pas fait grand-chose autour du repêchage, mais avec tous les choix qu'ils ont, moi, ça ne me surprendrait même pas si leur propre choix était en jeu cette année au draft. Il veut aller combler des trous et juste avancer leur projet parce que, écoute, ils sont 29e de la Ligue pour les buts alloués cette saison. Là. Il y a beaucoup de chiffres. Le différentiel de buts est mauvais. Il y a beaucoup de chiffres qui démontrent que cette équipe-là n'est pas prête à compétitionner. Puis, je pense que la patience elle commence à. Fait que c'est pas au 7 mars, c'est plus plausible, puis je suis d'accord avec toi. Donc, JF, toi aussi, tu penses-tu c'est davantage? probablement T'attends-tu plus facile. à un gros brassage de soupe d'ici cet été? Pour Montréal? Oui. Je m'attends à une transaction aussi. Harpen a parlé de la défensive en disant le différentiel but pour but contre est pas bon du côté de Montréal, mais deuxième centre, la question n'est toujours pas réglée. Donc, s'il y a un coup d'éclat, ça peut aussi être un deuxième centre. Le Canadien détient 2 choix de premier tour. Quand vient le temps de parler au repêchage, un choix de premier tour, 12e, 14e environ, ça a une grande valeur. Kent Hughes, Jeff Gorton disposeraient des munitions. S'ils veulent danser, c'est possible. Mais d'ici au 7 mars, je ne m'attends pas à un circuit. Ça se peut. C'est possible qu'un Jake Evans, un Yoel Armia quitte Montréal. Mais le club qui va venir le chercher ne nous donnera pas un de ces gros morceaux. C'est pas logique. C'est un club qui va veut aller loin en série. non plus. Là. Non. Mais C'est si ça. tu peux obtenir, Harpen parlait les deux, Armia Evans, si jamais une équipe donne un choix de premier tour et que le Canadien se retrouve avec 3 choix de premier tour, à ce moment-là, quand vient le temps de bouger au repêchage, t'es drôlement armé. Là. Sérieusement. Les Leafs de Toronto, les gars, est-ce qu'ils vont laisser John Tavares écouler son contrat? Est-ce qu'ils vont s'améliorer? Puis Tavares va-t-il être là à long terme? Puis est-ce qu'ils vont tenter de s'améliorer la date limite des transactions? Ben, les Leafs, je pense, auraient intérêt à obtenir encore une fois, comme tous les ans, probablement du renfort à la ligne bleue. Quelques joueurs de profondeur pour 3e, 4e trio. Moi, je crois que John Tavares va rester à Toronto. La fenêtre, c'est pas mal aujourd'hui, maintenant. Donc, ils ont besoin de John Tavares en série. Puis il y a Mitch Marner aussi, qui est un dossier drôlement important du côté de Toronto. Ouais. Mais je m'attends à ce que ce soit une des équipes actives d'ici le 7 mars. Dans quel sens active Toronto? Harpen, comment tu vois ça, toi? C'est les mêmes problèmes toujours à Toronto. C'est le même, profondeur C'est-tu le temps de brasser à ça? Mais non, c'est pas le temps. Mais non, ils vont pas brasser. Tant que Brendan Shanahan est là, ils vont pas brasser ça. Lui est comme engagé à ce groupe-là, que ce groupe-là va gagner. Puis c'est sa propre réputation qui est en ligne ici. Là. Alors moi, ça me surprendrait. Les négociations avec Mitch Marner vont être très difficiles. La dernière fois, c'était pas facile non plus. Il va falloir lui donner beaucoup d'argent pour le garder. Alors ça, c'est une décision importante que Toronto doit prendre. Est-ce qu'on devrait le faire? Puis je pense que ce qu'ils font en série va beaucoup déterminer ce qu'ils vont faire avec Mitch Marner. Mais alors, si jamais Marner quitte comme joueur autonome, là, ça change la donne. Mais si le re-signe, je m'attends à ce qu'il continue à bâtir autour
de leur noyau en pensant que ce noyau-là va gagner un jour, même s'ils ne l'ont jamais fait. Quel club vise le coup de circuit à date limite des transactions? Est-ce qu'il y en a? Il y a toujours Vegas. Là. Vegas va faire quelque chose. Je suis certain. Dans l'Est, moi, j'aurais tendance à dire le Lightning, peut-être Julien Brisebois. C'en est un qui est capable d'être Il va faire ingénieux. quelque chose. Puis, quand on parle d'équipe qui a besoin de renfort sur les ailes, deuxième, troisième, quatrième trio, il y a encore un noyau. Le Braden Point, Nikita Kucherov, Victor Hedman, Andrei Vasilevski. C'est un noyau dur et fort. Le Lightning, à mon humble avis, risque d'ajouter quelques pièces au casse-tête. Puis, c'est une équipe qui peut très bien obtenir un long parcours en série. C'est assez ouvert dans l'Est. Là. Qui peut sortir de cette association-là? C'est difficile de le prédire en date d'aujourd'hui. Là. Qui sont les noms que vous voyez, top 3, top 5 des noms les plus susceptibles de changer de camp puis d'avoir un impact? Il y en a des noms qui vont changer d'équipe, mais des gros noms, là, des joueurs intéressants. Bien, le gars avec qui pourrait avoir le plus d'impact, à part Rantanen, évidemment, Rantanen, ça serait le gros lot de cette année, si jamais Caroline décide de l'échanger. Mais Brock Nelson, c'est un gars... C'est ce que le Limerol va faire, personne ne le sait jamais, là, mais ils sont dans une situation semblable aux Canadiens en termes du classement, mais c'est une équipe vieillissante. À un moment donné, cette équipe-là va pouvoir faire une reconstruction. Puis, est-ce que ça va commencer tout de suite? Je ne sais pas. Je pense pas que c'est Lou Lamoriello qui va le faire. Mais Brock Nelson n'a pas de contrat. Puis s'il est mis sur le marché, c'est sûr qu'il va y avoir 5, 6, 7 équipes qui seraient très intéressées à ses services. Le prix serait très élevé. Mais c'est un gars qui peut avoir un vrai impact sur une équipe. Tout le monde prend pour acquis qu'il va aller au Minnesota, mais je pense qu'il y aura plusieurs équipes qui s'intéresseraient à lui. Mm-hmm. Si on parle de gros noms, moi j'aurais tendance à dire Brad Marchand. Puis je suis curieux de voir... Il n'a pas l'air intéressé publiquement. Non, il voudrait finir un Bruins de Boston, comme son grand ami Patrice Bergeron. Mais si les Bruins, Don Sweeney et Cam Neely, c'est pas des deux personnalités aussi avec la langue de bois, là. Ils n'ont pas eu peur de dire que c'est une possibilité d'échanger Brad Marchand. Puis même si on sent un ralentissement, on le sentait ralentir dans une équipe d'All-Star, l'équipe canadienne. Mais dans la réalité de la Ligue nationale, c'est encore un joueur avec un rôle, avec une importance. 45 points en 58 matchs, mais 138 points en 157 matchs de série. C'est un joueur qui a du mordant. Si moi, je suis une équipe acheteur, j'entends les commentaires de Brad Marchand qui dit que je ne veux pas quitter Boston. C'est pas ce gars-là que je vais aller chercher parce que tu vas aller chercher un joueur malheureux. Là. C'est comme, honnêtement, tu vas aller chercher un joueur qui n'est pas content. Sauf si tu dis que la destination est peut-être Colorado et qu'il va jouer avec son ami Nathan McKinnon. Ça se peut, mais c'est un risque quand même. C'est comme quand il y a plus de dit sur la place publique, je ne veux pas être échangé, ça me donnerait un petit doute si j'étais un DG qui parlait dans le swing. Mikko Rantanen, il aboutit où, lui? Je crois qu'il reste en Caroline. Je pense qu'il va rester en Caroline, ils ne sont pas capables de l'échanger. Les Hurricanes ont payé cher pour l'obtenir. Est-ce qu'ils réussiraient à obtenir un joueur aussi talentueux que Martin Necas? Je ne suis pas convaincu, loin de là. Donc, je pense qu'ils n'ont pas le choix de vivre ou mourir avec Rantanen. Mais ils vont le perdre à la fin de l'année. Écoute, s'ils le perdent à la fin de l'année, c'est 2-2. L'an dernier, c'était Jake Gunzel. Cette année, ce serait peut-être Mikko Rantanen. Il faut le faire. Tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas aller chercher autant que tu as donné pour aller le chercher. Ça va être mal vu. Là. Alors, c'est une bonne équipe. Il pourrait sortir de l'Est, comme JF a dit. C'est tout ouvert. Alors, moi, je le garderai, même s'il n'y a pas de contrat. Les gars, ça a passé trop vite. Je suis tenté de prolonger. Merci. Oui, êtes-vous dispo pour un petit bloc avant la tribune téléphonique? On vient après les nouvelles. Okay? Avec Jean-François Chaumont du LNH.com, de même que Arpen Bassou du Athletic.com. Tout à l'heure, tribune téléphonique sur Wayne Gretzky. Je vous relancerai la question dans quelques instants. Vous pouvez commencer à prendre place sur les circuits. On va commencer aux environs de 22h18. La tribune téléphonique. Stéphane Leroux sera là pour nous parler de la victoire du Rocket. Un match LHJMQ. Et nous aurons une entrevue également à vous présenter avec Justin Carbonneau de l'Armada de Blainville-Boisbriand. Jean-François et Arpen, est-ce que Seth Jones sera échangé par les Blackhawks de Chicago après ses propos d'hier? Ça serait 5 ans qu'il faudrait que Chicago garde minimum 3 millions de son contrat. C'est 9,5 millions. Ouais. C'est un énorme contrat. Il ne joue pas à la hauteur de ce salaire-là. Puis Seth Jones est rendu non, mais Seth Jones à 6 millions, moi, je le prendrais. Là. C'est un défenseur droitier, il est quand même sur une meilleure équipe. Je pense que Seth Jones peut aider bien des équipes de la Ligue, mais à 9,5 millions, ça ne marche pas. Alors, est-ce que Chicago va vouloir garder probablement 3 ou 3,5 millions de dollars sur leur masse salariale pour 5 ans?
5 ans, ça veut dire que le deuxième contrat de Connor Bedard va commencer dans 1 an. Il y a d'autres jeunes, Lev Shunov, tous les jeunes qui ont repêché, là, ils vont être payés dans cette fenêtre-là. Alors, ça serait énorme de garder cet argent-là pendant 5 ans. Ça serait vraiment quelque chose. Puis, je suis même pas sûr qu'est-ce qu'ils pourraient aller chercher pour Seth Jones. Alors, je pense que ce serait une grosse décision à prendre pour Chicago. Ça me surprendrait un peu s'ils décident de faire ça. Même si le plafond salarial va faire un bond important dans les 3 prochaines années, le 9,5 millions de Seth Jones va freiner trop d'équipes. Puis même Harpen le disait, à quel point tu es prêt à... Si tu retiens 50%, on parle de 4,25 millions qui dormiraient sur ton plafond salarial. C'est beaucoup trop périlleux comme décision pour les Blackhawks. Luke Schenn, lui, va-t-il quitter les Prédateurs de Nashville? Vous attendez-vous à ce que Barry Trotz, lui, échange quelques-uns de ses joueurs? Parce qu'il avait évoqué publiquement à voix haute le fait que, coudonc, si c'est pas pour se replacer, ben, on va entreprendre peut-être un processus de reconstruction. Est-ce qu'il y a des gros noms qui pourraient sortir de là puis venir aider une équipe qui va aller loin en série? Ben, Luke Schenn, pour un 6e, 7e défenseur qui frappe, qui joue en infériorité numérique, oui. Quand on parle de plus grosses décisions, je regarde davantage un Ryan O'Reilly qui a encore 2 années de contrat, qui est un joueur de centre, qui a déjà gagné. Quelques équipes cogneraient à la porte pour un Ryan O'Reilly. Mais les Prédateurs, c'est une équipe qui vont faire un virage complet. Là, il y a quelques mois, ils s'armaient dans le but de rêver d'une Coupe Stanley en donnant des contrats à des joueurs assez vieux, Stamkos, Marchessault, Brady Shea. Le gâteau n'a pas levé à Nashville, c'est une évidence même. Donc, Barry Trotz, qui est un entraîneur de métier dans la peau d'un DG, a maintenant des décisions sérieuses devant lui. Vraiment. Luke Schenn, entre autres, quand on parlait de Toronto tantôt, là, ça aurait beaucoup de sens. Un gars comme Luke Schenn. Il cherche toujours le même genre de gars. Ouais. Il y avait une rumeur concernant Colton Parayko. Voyez-vous les Blues de Saint-Louis? J'ai pas regardé la situation contractuelle de Parayko. Il reste, je pense, 5 ans à 6,5. En fait, pour lui, 6 ans à 6,5, si je ne me trompe pas. Ce qui, pour lui, c'est pas horrible avec l'augmentation du cap. C'est un droitier, c'est un gars qui joue très bien défensivement. Je pense qu'il y a un tournoi honnête pour le Canada dans les 4 nations. Moi, il se retrouve toujours dans les rumeurs d'échange, puis j'ai jamais l'impression que Doug Armstrong veut l'échanger. Il y a beaucoup d'autres choses qui pourraient arriver. Braden Schenn pourrait être échangé, effectivement. Mais moi, ça me surprendrait si Colton Parayko quittait Saint-Louis. Il reste 5 autres années à Colton Parayko à 6,5. Ouais. Mais je courais pour Colton Parayko bien avant un Seth Jones. Là. C'est beaucoup plus intéressant. À 6,5, c'est sûr. Mais Seth Jones à 6,5, je le prendrais, comme j'ai dit. Là. Entre Parayko et Seth Jones à 6,5, je prendrais Seth Jones. Expansion Ligue nationale de hockey. Je reviens au sondage effectué auprès des agents, les gars. Là, avec la situation politique actuelle, il n'y a pas grand marché de toute façon qui cogne à la porte. On pourra parler d'une deuxième équipe dans la région de Toronto. Québec, il n'y a pas d'actionnaire que l'on connaisse. Alors, c'est un dossier qui est mort. Donc, nécessairement, ça va être aux États-Unis. Destination les plus populaires, Houston. Houston, oui, les joueurs ont pensé la même chose quand on a fait le sondage avec les joueurs. Houston était très populaire auprès des joueurs. Alors, c'est un gros marché. C'est un énorme marché, énorme. Puis un propriétaire, il y a quelqu'un qui est intéressé à amener le hockey là-bas. Ça fait longtemps qu'il parle de Houston comme marché potentiel. Mais oui, puis le problème, c'est toujours garder l'équilibre entre l'Est et l'Ouest. Alors, c'est quand même, Texas, c'est pas dans l'Ouest, mais quand même, ça donnerait une autre équipe. Le voyagement de Dallas est très difficile. Dallas, ça prend d'autres équipes autour. C'est ça. Il crée un petit réseau. Dallas, c'est comme Winnipeg un peu. Ils sont très isolés. Il y a beaucoup de voyagements. Il y a beaucoup d'heures de vol qu'ils font. Alors, ajouter une équipe proche de Dallas, ça aurait du sens aussi. JF, là-dessus, toi? Houston, l'autre équipe qu'on entend souvent parler, c'est Atlanta. Atlanta, prise 3. Oui. Houston, écoute, c'est le Texas, contrairement à ce qu'on peut penser, est quand même un bon état de hockey. Là. Dallas, c'est une belle histoire depuis plusieurs années. L'équipe de la Ligue américaine aussi. L'AMH était là il y a longtemps, les Arrows. L'équipe de la Ligue américaine joue près de Austin, au Texas. Ils ont aussi de bonnes foules. Donc, pour moi, ça serait un choix logique. Puis tu en parlais de la réalité canadienne avec le dollar canadien. C'est difficile en 2025 de rêver à une équipe de plus. Les gars, Ovechkin vous impressionne-t-il? Oui, c'est une machine, là. Honnêtement, blessé, il revient, compte des buts encore. Il va battre le record de Gretzky cette année, on dirait bien. Oui. Avez-vous l'impression? Avec ton discussion avec José tantôt. Ouais, c'est ça. Tu me vois cheminer tranquillement? Ouais, c'est ça. Je vois, tu commences à me connaître. Ouais, exact, ouais. Mais non, c'est quoi? Il est rendu à 12 buts? Ouais.
Ça me surprendrait s'il ne bat pas le record cette saison, là, honnêtement. Là. Puis là, il faut commencer... Si les Capitals de Washington, il faut commencer à planifier ça. Puis ils sont quand même en train de connaître une saison très intéressante. C'est le meilleure équipe de l'Est. Plus qu'intéressant. C'est ça, c'est le meilleur équipe de la Ligue. Tanké. Sans avoir tanké. C'est une reconstruction on the fly. Puis, alors, je pense pas qu'ils s'attendaient à avoir à gérer Ovechkin en même temps que tu te prépares pour un cheminement, un parcours en série où tu es un aspirant de la Coupe Stanley. Là, ça change la donne un peu parce que si tu étais une équipe qui était en dehors des séries ou, tu sais, Ovechkin, ça vendrait des billets, là, ça serait super. Et ça serait pas nécessairement une distraction, ça serait pas quelque chose qui va détourner l'attention de où ça devrait être, qui est la meilleure équipe de la Ligue. Alors, je trouve ça intéressant parce que personne ne s'attendait à ce que ce moment-là serait un moment où Washington était une des meilleures équipes de la Ligue nationale. Mm-hmm. Non, Arpin a un bon point. On dirait que les Capitals, de l'extérieur, on avait le sentiment qu'ils voulaient obtenir du renfort justement pour aider Ovechkin dans sa quête au record. Mais c'est pas juste du renfort. Ils ont réussi à assembler une très, très bonne équipe de hockey. On pouvait penser, après 2 mois, ça va finir par casser. Les Capitals, la réalité va les rattraper. Mais ils sont bien dirigés aussi. Moi, très j'entends beaucoup de bons échos de Spencer Carberry. Peut certainement être un des gros candidats. Il coachait leur club école, lui, avant. Hein? Avant d'aller comme adjoint à Toronto. Oui, exact. Puis si on parle d'une culture d'équipe où la Ligue américaine, les joueurs ont appris à gagner, les Bears de Hershey, c'est 2 championnats d'affilée. Ça ressemble à Dallas un peu, je trouve, le fonctionnement de ces deux organisations-là. Toujours solide dans la Ligue américaine. Exactement. Et puisqu'on a évoqué le nom de Gretzky... voilà. Les gars, non, mais vous étiez à Boston. Auriez-vous souhaité... Puis on n'enlève rien, comme Théo l'a dit tout à l'heure. On n'enlève absolument rien à la carrière incroyable de Wayne Gretzky, peut-être le meilleur de tous les temps. Deuxième meilleur ou le meilleur, peu importe. Regarde, mettons le meilleur de tous les temps. Ça devrait être un grand moment chaque fois qu'il entre sur une glace puis honorer le hockey, l'équipe canadienne. Mais dans le contexte, avez-vous eu, un petit malaise sur place? Si ça vous tente de vous mouiller là-dedans ou... Je pense qu'il y avait un froid à l'intérieur même de l'aréna. Tu vois Wayne faire son entrée, il passe devant le banc de l'équipe américaine. La mise en scène n'était pas favorable pour lui. Puis on a parlé avant d'entrer en onde, mais Patrice Bergeron était au TD Garden. Si tu cherchais un Canadien qui fait bondir la foule à Boston, c'est un personnage important de la ville de Boston. C'était un choix facile à prendre. Exact. Ou on voulait pas trop que ça bondisse, ça remarque, parce que c'était en sol américain. Je sais pas. C'est un gars qui jouait sur le même trio que Crosby et Marchand, qui était en uniforme pour ce match-là. Oui. Et il était là. Il était sur place avec ses fils. Ces petits gars portaient un chandail 63 de Brad Marchand. Ouais. Alors, non, moi, j'aurais préféré ça. C'était probablement la seule chose de toute la soirée qui est comme mal tournée. C'est vraiment, là, honnêtement, le reste... Une soirée inoubliable pour vous deux, les gars? Ah ouais. Ouais. Écoute, c'est quoi le moment pour vous de cette finale de la Coupe des Nations? Il y en a quelques-uns. Juste, je pense, les 30 premières secondes, le premier but en supériorité numérique contre la Suède, que Nathan McKinnon marque sur une passe du revers de Crosby qui venait de recevoir la passe de Makar. Après 30 secondes, tu réalisais, tu venais de comprendre, ils sont ici pour jouer au hockey. Ouais. Ça a donné le ton pour le reste du tournoi. Ben moi, c'était... À Boston, il y a comme ils appellent ça The Hub. Là. C'est une grande place où tu rentres dans le TD Garden. À peu près peut-être 1h30, 2 heures avant le match, là, j'ai passé par là, puis c'était une ambiance incroyable. Il y avait quasiment autant de Canadiens que d'Américains dans cette place-là. Mais dans le bonheur aussi. Oui, c'est ça. Il y avait la tension politique entre les deux pays ne se ressentait pas. Non. C'était amical. On l'a vécu plus intensément au Canada, clairement. L'aspect politique. Je pense qu'on a oublié ça, puis c'était des partisans américains, canadiens qui prenaient une bière, qui se taquinaient, mais c'était fait de la bonne façon, comme ça devrait être, entre les deux pays. Comme Théo tout à l'heure qui faisait des blagues, tu sais, puis je ne sais pas de défendre Théo, mais quand il disait des gageurs au golf, 51e état ou 25%, les gars font des jokes avec ça pour vrai, là, dans la vraie vie, mais bref, je sais pas si c'est le fond de leur pensée, je pense pas dans le cas de Théo. Le mot de la fin, un peu sur 4 nations? Ben, je trouve que on va jamais voir ce tournoi-là encore. Alors, pour quelque chose qui est comme inventé
et qu'on va, parce qu'ils ont annoncé déjà, il va y avoir une Coupe du Monde en 2028, il va en avoir un à chaque 4 ans. Alors, on n'aura jamais une 4 nations nécessairement. Pour un tournoi que tout le monde disait que c'est fake, que c'est made up, puis personne va aimer ça, puis personne va... Tu sais, moi, je disais à tout le monde, juste attends que tu commences à les voir jouer. Puis une fois que tu vois jouer, tu vas comprendre, tout le monde va adorer ça. J'étais convaincu. Puis effectivement, comme JF a dit, premier match, premier but, on voyait que c'était sérieux. Brandon Hagel a dit que si ça, c'est un match des étoiles, là, moi, je vais mal paraître parce que moi, je vois pas ça comme un match des étoiles. Moi, je suis prêt à courir dans un mur pour le Canada ici. Là, les gars disaient, des gars qui ont gagné la Coupe cette année, Jack Eichel est l'un de ceux-là, que c'était les plus grosses sensations qu'ils avaient vécues dans leur vie. Matthew Tkachuk aussi l'a dit. Il n'y avait même pas de comparaison pour eux autres. Là. Pourtant, on sait comment on traite la Coupe de façon sacrée, la Coupe Stanley, mais bref, ça ne nous a pas laissé sur notre appétit, cet affrontement-là. Comparativement à la Coupe du Monde de Toronto, où le trophée se gagnait puis restait au centre du vestiaire, tu pouvais percevoir un bonheur réel dans le visage des Canadiens. Ils ont traité ça comme la Coupe Stanley, j'en revenais pas, We Are the Champions. C'était comme... Le but de McDavid sur la passe de Mitch Marner avec Austin Matthews qui oublie McDavid, c'était un beau moment. C'est drôle parce que je n'ai pas reparlé parce que le lendemain, c'est l'émission du vendredi, c'est plus festif. Mais Austin Matthews, le gars qui a le plus mal paru sur le but de McDavid, c'est Austin Matthews. C'est surtout après qu'il y avait 3. Ouais, c'est ça. Il y avait 3 chances à marquer dans l'overtime aussi. Là, il aurait pu, c'est le meilleur marqueur au monde, à mon avis. Puis il l'a pas mis dedans. Puis après, il a perdu son homme. Son homme était Connor McDavid, le meilleur joueur au monde. T'as comme une job, tu sais. Quand t'es joueur de centre en zone défensive après une mise en jeu, t'as une job. McDavid qui avait un match dans ses standards moyens, horribles, réussit quand même au bon moment à être celui qui marque les buts gagnants. Le relais du flambeau, vraiment. De Crosby à McDavid. Exactement. Alors, les gars canadiens gagnent ça contre San Jose demain. Je me suis mouillé tout à l'heure. C'est quoi votre pronostic? Je suis pas certain. T'es pas certain? Non. Tu m'as pas dit que c'était tristounet dans l'ambiance des Sharks? C'était triste. C'était un peu dépressif pour l'ambiance des Sharks, mais il vient de rendre en prolongation contre les Jets à Winnipeg. Oh! Alors, puis les Sharks donnent toujours de la misère aux Canadiens. Puis je pense que, en tout cas, moi, tu peux gager comme tu veux, là, mais moi, je ne gagerai pas trop sur le Canadien, à mon avis. Mais si t'es pas mouillé, Harpen, moi, je vais y aller pour un 3-1 CH. Oh! Juste pour voir encore un petit peu plus de fibres que le Canadien va participer aux séries. Amenez-nous plus loin, oui. La balloune peut rapidement se gonfler. Et se dégonfler. Aussi je pense vite. que c'est important que le monde réalise que même si des gars sont échangés d'ici le 7 mars, ça ne veut pas dire que le Canadien ne peut pas continuer et faire un push tardif vers les séries. C'est pas fini. Et en ce moment, se battre pour une place en série, tu gagnes 2 matchs d'affilée, mais tu grappilles un petit point au classement. Il y a tellement d'équipes, tu peux pas te permettre la moindre erreur. Tu bouges dans du sable mouvant. Ça te prend quasiment 9 victoires sur 10 matchs, là, tu sais, comme... Ouais, 8 sur 10, quelque chose comme ça. Là, mais tu sais, les séries de Canadiens, ça commençait le 21 janvier. Là. Puis dès le 21 janvier jusqu'au break pour les 4 nations, c'était 1 victoire en 9 matchs. Puis tu pouvais pas te permettre d'avoir une séquence comme ça. Dans une course comme ça, alors ça, c'était leur série, puis ils l'ont échappé. Ils l'ont raté. Ils l'ont échappé. Ouais. Là, on essaie juste de prolonger le plaisir, honnêtement. Là, je suis très égoïste là-dedans, par rapport que c'est plus agréable d'en parler quand c'est pas la dépression totale. Harpen et Jean-François, merci beaucoup de votre présence encore. Je vous dis à très bientôt. Toujours un plaisir. Ouais, merci beaucoup. Et si vous voulez participer à la tribune téléphonique sur est-ce que Wayne Gretzky doit s'excuser, je remets la table au retour 514-790 ou s'expliquer, pas s'excuser, mais s'expliquer auprès de la population canadienne. Je vais vous lire le tweet ou le Truth Social de Donald Trump là, qui libère Gretzky parce qu'il veut pas qu'il se fasse trop maganer par la population canadienne. 514-790-9850.